Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Cette semaine, direction Paris, ou plutôt direction l'Afrique à Paris. Le salon Vivatech 2025 a refermé ses portes il y a quelques jours. Plus de 160 000 visiteurs des géants de la tech mondiale et une Afrique de plus en plus présente. 80 startups du continent, des délégations venues du Maroc, du Rwanda, du Sénégal ou encore du Nigeria. Mais au fond, que représente vraiment ce salon pour nos entrepreneurs, vitrine ou tremplin, coup de com' ou début d'un écosystème? On en parle ce soir avec ceux qui créent, qui innovent, qui accompagnent et qui parfois résistent au terrain. Et surtout, au-delà de ce salon, des outils, quelle politique, quelle vision pour pérenniser l'entrepreneuriat tech en Afrique, parce que le vrai enjeu, ce n'est pas avoir un stand à Paris, c'est de bâtir un socle solide à Abidjan, à Douala ou encore à Dakar. Alors, quelles sont les réalités du terrain, les obstacles systémiques et comment passer de l'enthousiasme à la structuration? Pour en parler ce soir, un panel de qualité. À ma droite, Achille Dipitatoubé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO de Madone, donc c'est une plateforme de e-commerce. Elle permet l'achat-revente en ligne sécurisée, mais vous êtes également ingénieur informaticien de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Face à vous ce soir, Ngaï, bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes consultant en stratégie, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Et enfin, Ghislain Coueté, bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes CEO de Clivar et donc votre société, elle permet entre autres d'automatiser les audits de risque. Vous allez pouvoir nous en parler un peu plus en détail. Merci bien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On l'évoquait à l'instant, le salon Vivatech, qui s'est tenu du 11 au 14 juin à Paris. Et il a réuni plus de 165 000 visiteurs, 130 000 startups, près de 150 pays représentés. L'Afrique, elle y était présente. Est-ce qu'elle y était audible finalement, Ghislain ? Quel est l'enjeu pour vous c'est la 3e année consécutive que vous vous rendez sur ce salon. Quel est l'enjeu pour vous ? Pour nous, et même on va dire pour toutes les startups africaines, c'est déjà un enjeu de visibilité. Mais c'est aussi un point à nuancer, parce que lorsqu'on est une très petite startup, être présent tout de suite sur le salon Vivatech n'est pas toujours nécessairement pertinent. C'est un salon où on va rencontrer des VC, on va rencontrer des grands groupes. Donc il est souvent plus intéressant d'avoir soit un minimum de traction, soit un discours justement qui soit audible à des interlocuteurs occidentaux pour être présent. Mais au moins, c'est toujours opportun d'y être, au moins pour rencontrer d'autres personnes et être confronté à d'autres formes d'innovation. Par quoi ça s'est soldé pour vous, concrètement, cette année ? Pour moi, comme finalement pour beaucoup de startups, Vivatech n'est pas une foire commerciale. Donc, ce n'est pas un lieu où on va faire des deals. Mais c'est plus un lieu où on revoit, où on rencontre certaines personnes. Donc c'est devenu un peu comme une petite messe, on va dire, annuelle. On va retrouver des interlocuteurs que l'on a rencontrés soit au JITEX, soit dans d'autres événements. Des entrepreneurs. C'est ça. Achille, vous y étiez, enfin pas personnellement, un membre de votre équipe y était. Effectivement. Quel est l'enjeu? Je vous retourne la question également. Écoutez, pour nous, en fait, l'enjeu, c'est d'abord d'avoir une visibilité, naturellement. Mais à côté de tout ça, il est très important pour nous de rencontrer la concurrence, de voir ce que la concurrence fait, comment elle se développe, de découvrir les technologies. Concurrence du continent, concurrence internationale. Internationale. D'accord. Internationale. Également voir ce qui se passe techniquement, les nouvelles technologies, les technologies qui sont un peu avant-gardistes, essayer de voir si nous pourrons les intégrer à notre système. Donc c'est plus ça qui nous intéresse. Cette année, justement, l'Afrique était encore plus représentée. Si on a un point de comparaison avec 2023, il y avait 80, si je ne me trompe pas, startups africaines contre 50 en 2023. Ngaï, justement, ça permet de visibilité d'autant plus le continent, on l'a dit, se confronter à la concurrence extérieure, mais également visibiliser le continent. Oui, il y a un enjeu de visibilité déjà. Lorsqu'on est moi j'interviens en tant que consultant en stratégie, lorsqu'on veut avoir un avantage concurrentiel durable, nous devons voir ce que les autres font. Donc il est normal que nos startups africaines viennent voir comment les autres font, viennent apprendre pour naturellement repartir chez nous, recontextualiser, pour maintenant être en fait au carrefour où lorsque les grandes décisions vont se prendre sur ce plan-là. Si je reviens par exemple sur les 4 révolutions industrielles que nous avons en Afrique, il faudrait que
À date, tout ce qui est IA, tout ce qui est Big Data, l'Afrique ne doit plus se louper à ce niveau. L'Afrique doit être présente. Les autres évolutions sont passées devant nous, comme un train qui passe. Maintenant, le train ne passera plus. L'Afrique sera dans le train. Donc, il est bon, il est très important que ces startups viennent voir comment les autres font. En guillemets, je ne dirais pas copier, mais voir, reconceptualiser, enrichir et naturellement produire des services plus adaptés actuellement. Que le monde viendra acheter. Nous connaissons beaucoup de startups en Afrique qui vendent dans le monde. Ça voudrait dire qu'elles sont basées à Douala, elles sont basées à Abidjan et des entreprises américaines, indiennes viennent acheter chez elles. C'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir un stand à Paris pour cela, par exemple? Pas nécessairement. Oui. En fait, on va dire pas nécessairement, parce que l'enjeu de veille, justement, ne nécessite pas d'avoir un stand. On va dire, aujourd'hui, plusieurs pays africains se sont déjà démarqués en offrant des stands et en mettant en place des délégations pour pouvoir permettre cette visibilité-là on va dire, à des startups locales. Après, il est très important, lorsqu'on assiste à ce type de salon, de ne pas rester sur place. Donc souvent, c'est intéressant d'y aller en équipe. C'est-à-dire? Voilà. On va y aller, on sera peut-être 2 ou 3 à se relier sur le stand. Et les autres pourront faire un tour pour voir non seulement ce que pratique la concurrence, ou même des potentiels partenaires. Une réaction peut-être, Achille? Je sais pas trop. Écoutez, je pense que l'Afrique a vraiment ses réalités. L'Afrique est un peu très loin du monde. Déjà, on a des avantages que nous pourrons utiliser, par exemple les paiements par mobile, qui ne sont pas existants vraiment ici. Et je pense que, comme l'a dit Fils tout de suite, en fait, le fait que nous interagissions avec d'autres personnes doit jamais être dans l'objectif de les copier. Ça doit être toujours dans l'objectif. Peut-être d'être validé, c'était aussi l'une de mes questions. Est-ce qu'il y a un besoin de validation justement d'un système africain auprès des entreprises internationales, ou c'est vraiment faire découvrir, vous l'avez dit, un écosystème qui est propre à l'Afrique? Faire comme les États-Unis en Afrique, ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait fonctionner, mais dans un premier temps, il faudrait que nous vivions avec nos réalités. Parce que le fait de souvent essayer d'aller trop vite peut nous faire nous tromper, nous faire rater justement le train que nous ne devons pas rater. Donc il est très important que nous nous organisions. Donc je pense que dans un premier temps, il faut que nous gérions nos besoins. Nous puissions les définir clairement. Naturellement, nous pouvons avoir des financements, ça c'est clair. Mais pour avoir des financements nationaux, il faut d'abord avoir une certaine visibilité. Il faudrait qu'on puisse faire comprendre à nos interlocuteurs que ce que nous faisons a de la valeur et peut naturellement ramener aussi les fonds. Donc c'est pour tout ça que je pense que le salon ici à Paris il est très important pour les Africains. Pourquoi? Parce que se déplacer à l'intérieur de l'Afrique est souvent plus cher que de venir à Paris. Donc le fait de se retrouver tous ici devient plus simple pour beaucoup d'entreprises d'interéchanger. Donc je pense que c'est un très bon salon. Il faudrait peut-être que nous en Afrique nous pensions aussi en faire un. Et voilà, je pense qu'il en existe déjà en Côte d'Ivoire qui commence un peu à gonfler. Je pense que voilà. Je voulais réagir, Ngaïa, sur la question de la mobilité notamment. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de croiser la diaspora africaine du monde entier à Paris que... Oui, c'est un autre pan des difficultés. Des difficultés que Achille soulève. C'est vrai qu'il est plus facile de venir à Paris que souvent d'aller chez des frères qui sont à côté. Mais je crois que c'est avec cette technologie que nous voulons mettre en place, que nous allons mettre en place, que nous mettons déjà en place, je crois que ces problèmes pourront être résolus. Maintenant, on peut s'asseoir dans un petit village à Sombengue ou dans un petit village à Fombot et travailler pour son frère qui est à Abidjan ou son frère qui est à New Delhi. Donc c'est vrai que ce qu'il dit est très pertinent. Il est souvent plus facile de venir se retrouver ici à la diaspora, mais je crois que nous devons travailler maintenant pour que nous puissions avoir notre propre salon avec nos propres réalités chez nous. Et je crois que Achille est dans le secteur et je crois qu'ils vont travailler dessus. On va en discuter justement. Je le disais en introduction, cette année, 30 entreprises, 30 startups de plus qu'il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça traduit en fait de l'évolution justement? On sait que le continent africain, on le présente comme un continent très jeune qui va très vite dans son évolution. Qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui, Ghislain? Quel bilan on peut tirer de cette augmentation d'entreprises qu'on peut voir dans ce type de salon? J'ai envie de dire bien, mais pas assez. C'est-à-dire 30 startups de plus que l'année précédente ne traduit absolument pas le dynamisme aujourd'hui de l'écosystème startup en Afrique. Lorsque l'on sera en Côte d'Ivoire, où je serai encore dans une semaine, on peut voir
le rythme effréné de création de start-up localement. Récemment, il y avait le salon Osian au Congo. Il y a également un écosystème qui est extrêmement prolifique au Cameroun, que ce soit au niveau de la Silicon Mountain, mais aussi à Douala, à Yaoundé. En fait, il y a énormément de startups qui peuvent faire des choses, mais qui ne sont pas rendues visibles dans ce type d'événement. Peut-être aussi ce n'est pas nécessairement pertinent parce que j'abonde en le sens d'Achille pour dire ça peut être intéressant pour certaines startups d'être présentes à Vivatech, mais ce n'est pas un must-go pour toutes les startups. Achille? Oui, écoutez, je pense que... C'est un bilan que vous partagez également? Oui, un peu. Nuancer. Un peu quand même. Parce que déjà, il faut comprendre que je trouve que c'est positif. C'est déjà dans le sens de Vivatech. Ça signifie que Vivatech est un rendez-vous qui a une valeur. S'il y a plus d'Africains qui s'y intéressent à l'événement, déjà, il faut leur donner il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ils ont fait du bon boulot. Donc, voilà, ils intéressent les startups africaines. Mais d'autre part, une start-up, c'est une entreprise, je sais parce que j'en suis encore une, c'est une entreprise qui a besoin de tous ses fonds. Donc, à chaque fois qu'il faut faire un investissement, il y a beaucoup de calculs derrière. Donc, des fois, ce chiffre, et là où je le suis, c'est que ce chiffre ne traduit pas le développement des start-up que nous avons en Afrique, mais très souvent aussi la priorité au niveau des fonds, parce que nous recevons très peu de financement, ça sera peut-être l'objet d'un autre thème. Donc, et à ce niveau-là, nous sommes obligés en fait de calculer, est-ce que je vais à Vivatech, est-ce que j'embauche 2 personnes de plus pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Donc, c'est à ce niveau que les entreprises sont souvent. Ces fonds, on va en parler justement, et peut-être un chiffre pour vous faire réagir, Ngangai. Il y a moins de 3% des fonds de capital risque mondiaux qui vont en Afrique. On va parler dans cette partie-là justement de la réalité justement de l'entrepreneuriat. On va entendre un petit peu chacun vos témoignages. Vous êtes consultant, vous accompagnez Ngangai sur le terrain justement ces startups. Ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il traduit ? Oui, ce chiffre, il traduit une réalité qui est palpable, qui est vraie. C'est vrai. Est-ce qu'on concrétise comment, par exemple, vis-à-vis des entreprises que vous accompagnez ? Oui, les entreprises que j'accompagne, comme je l'évoquais ici, il y a je crois, 1 ou 2 mois, elles ont plusieurs types de problèmes. Le premier problème, c'est le problème de financement. Mais avant d'arriver au problème de financement, au problème de formation, au problème de la structuration du système productif, il y a, tout à l'heure nous en parlions, il y a le mindset même chez nous en Afrique qui fait que on va faire l'entrepreneuriat que lorsqu'on est coincé. On est coincé, donc c'est que l'environnement n'est pas propice à développer l'entrepreneuriat. Et par ailleurs, de fait, on en parlait sur cette émission, le secteur informel, il est tellement présent en Afrique que finalement cet esprit entrepreneurial, oui, c'est vrai, il est là sans être structuré. Oui, bien évidemment, j'appelle ça l'entrepreneur de survie. Nous avons en Afrique l'entrepreneur de survie. Qu'est-ce qu'il veut dire ce terme ? Ça voudrait dire que j'ai des difficultés pour manger. Je me mets à faire un petit commerce, je me mets à amener une activité qui me permettra de survivre, vous voyez un peu quoi. Mais je produis de la richesse. Juste que, comme nous l'avons déjà aussi dit, les politiques publiques maintenant n'accompagnent pas cela de bonne manière pour que cette richesse que je produis soit bien encadrée, pour que j'ai des outils pour produire plus. C'est ça en fait le problème. Donc lorsque ces chiffres que vous donnez là, ils sont réels. Parce que nos startups à date, disons ça, nos PME, nos TPE à date, ne sont pas assez outillés pour bien se développer. La dernière fois, j'ai pris l'exemple américain ici, l'exemple d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont mis en place la Small Business Administration, qui est une sorte de structure qui est là pour la TPE et la PME, qui est à la fois à la création, dans le fonctionnement, etc., etc. Nous voudrions que nos politiques publiques en Afrique mettent en place des structures pour réellement accompagner les PME. Vous allez voir que même sur le plan des lois incitatives à l'investissement privé, toutes ces lois ont des conditionnalités qui sont beaucoup plus propices, qui sont beaucoup plus avantageuses pour les grandes entreprises. Ou est-ce qu'une TPE va prendre 50 milliards pour investir et avoir des hésitations, avoir les exonérations fiscales, les exonérations que ce soit en termes de fiscalité de produits, la fiscalité de interne. Donc, c'est autant de choses qui font que ces PME-là, ces TPE-là, je suis très, très content d'avoir Achille en face de moi, se battent pour arriver où elles arrivent, souvent sans véritable accompagnement. Lorsque même l'État maintenant veut accompagner, parce que l'État accompagne à sa manière, il faudrait donc qu'il y ait des outils, que des accompagnements, il y a des bons programmes pour accompagner, des vrais incubateurs dans lesquels on a des personnes formées qui accompagnent. Vous allez vous rendre compte qu'une personne dans une entreprise qui font depuis plus de 3 ans, elle n'a jamais mis en place un PSTEL, elle n'a jamais fait une bonne analyse stratégique. Comment on peut arriver sans ces petits outils qu'ailleurs,
tout le monde peut manipuler comme un gamin, vous voyez un peu. Donc, vous l'avez dit, on a la chance ce soir d'avoir des personnes concernées. On va vous poser la question. Achille va en dire plus. Ghislain, Achille, je ne sais pas qui des deux veut commencer, mais peut-être avoir votre expérience. Quand vous avez fondé votre propre entreprise, déjà, c'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées à l'origine? On a dit qu'il y a les politiques publiques qui manquent. Il y a un autre chiffre qui est peut-être parlant, 70% des startups africaines qui meurent avant 3 ans. Ça en dit long également sur la pérennisation du système. C'était quoi les premières difficultés rencontrées? Peut-être avant de répondre à cette question-là, je rebondis sur la question qui lui a été posée. Vous avez donné un chiffre, 3% de fonds de capital risque qui investissent en Afrique. La question qu'on peut se poser, quel est le nombre de fonds de capital risque africains qui investissent en Afrique? Je préfère laisser la question et peut-être laisser que ce soit nos banques ou nos institutions pour pouvoir y répondre. Voilà. Mais je peux réagir dessus pour dire que, déjà, il faut le dire, hein, les banques commerciales chez nous n'accompagnent vraiment, ne financent pas réellement l'économie. Ça veut dire que les banques sont là, elles ne financent pas réellement l'économie, elles n'accompagnent pas réellement les entreprises. Je prends un chiffre simple. Si je prends par exemple la PECAM qui est en Amazon au niveau du Cameroun, 15% de l'encours des crédits, juste 15% est réservé au PME. Dans les 15% de cet encours de crédit-là, 75% de ces crédits sont réservés au crédit à court et moyen terme. Donc, je te peux alimenter le besoin en fonds de roulement. Ouais. Donc, vous voyez, donc, les TPE-là, ces PME, ces TPE n'ont pas de cash pour vraiment investir, pour financer l'investissement. Vous voyez un peu quoi. Donc, j'ai essayé de répondre un peu à ta préoccupation pour dire que ces banques n'accompagnent pas. C'est ça. Donc, maintenant, il faudrait donc que ces startups-là, surtout nous vers d'autres systèmes de financement, des financements alternatifs qui existent, pour voir comment ne pas entrer dans ce type de financement pour avoir de l'argent. Pourquoi ne pas créer, je l'ai dit ici, je vais encore le répéter, nous aimons bien en Afrique avoir 100% de 10 000. Pourquoi ne pas avoir 10% de 1 milliard? C'est vrai. Se mettre en groupe, créer des alliances, se mettre à fusionner pour avoir un pouvoir de négociation plus important, pour créer des grandes synergies, des fausses synergies qui vont nous permettre de négocier, d'avoir une capacité de négociation forte. Lorsqu'on viendra à Vivatech, on viendra entreprise de Yannick et Ghislain, elle sera plus forte que l'entreprise Achille seul, par exemple. On va essayer d'évoquer un peu plus loin justement les pistes de réflexion. J'allais revenir là-dessus, mais allons-y. On en parlera justement en deuxième partie d'émission, des solutions qu'on peut trouver. Je voudrais vous entendre sur vos témoignages d'abord à l'origine justement. Déjà, un mot peut-être sur votre start-up. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'entreprendre et à quelles difficultés vous êtes confrontés sur le terrain? Eh bien, ce qui me donne envie d'entreprendre, c'est une histoire, on va dire, très personnelle au Cameroun. C'est au début des années 2000, on avait pour coutume de dire le Cameroun n'est pas parmi les champions du monde au football, mais aussi malheureusement en corruption. Ça, c'était au début des années. Heureusement, on a beaucoup progressé depuis, mais ça reste quand même quelque chose de très fort. Donc, moi, disons, dans mes études, j'ai voulu m'orienter vers la question de la gouvernance. Donc, l'idée, j'ai fait des études de sciences politiques et ce qui fait germer finalement le projet de Cliva, c'est un questionnement: comment pourrions-nous améliorer la gouvernance des institutions financières? En nous disant, si on améliore la gouvernance des institutions financières, on contribue à assainir aussi l'écosystème entrepreneurial, l'économie en fait d'un pays. Et c'est ça en fait qui va être à la base de Cliva. Donc c'est une plateforme qui permet d'automatiser des audits et d'améliorer cette gouvernance. La première réalité, une chance, une opportunité, c'est que vivant en France, la société a été d'abord créée ici avant de commencer à intervenir au Cameroun. C'est un élément extrêmement important parce que ça nous donne quand même accès à, on va dire, aussi bien des interlocuteurs, des modalités d'accompagnement que je n'ai pas pu observer suffisamment au sein de notre écosystème local. Donc, je suis très présent localement. Il y a heureusement de belles entreprises. Aujourd'hui, on est avec Orange au sein de leur programme Orange Fab. Mais il faudrait dire que, mis à part des programmes proposés par des acteurs privés et qui sont assez limités quand même en capacité d'accueil, il y a peu de programmes qui permettent aujourd'hui d'accompagner les startups. Je pense que...
Achille, Oui, c'est cet accompagnement aussi dans la genèse de votre projet qui vous a manqué? Honnêtement, ce qui m'a manqué, je pense que c'était un peu de tout, en réalité. Parce que au départ, moi, mon histoire, elle est tout à fait différente, hein. Ma start-up, je l'ai créée par rapport à une observation que je fais, et je remercie un artiste camerounais pour cela, c'est Petit Pays. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en réalité, pour moi, c'est le plus grand artiste que le Cameroun ait connu. Celui qui a vendu le plus de cassettes à l'époque, ensuite de CD. Et quand je commence à faire l'analyse de sa personne, parce que moi, en tant qu'ingénieur informaticien, je suis spécialisé sur la base de données et la big data, je me mets un peu à analyser, je dis, mais en réalité, ce mec devait être super milliardaire. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Je me rends compte, ah ouais, il ne peut pas l'être, parce que tous les instruments de musique qu'il utilise pour produire ses chansons, en fait, il les achète ailleurs. Tous les CD, toutes les cassettes qu'il utilise, il les achète ailleurs. Il les fait imprimer dans les imprimantes qui viennent d'ailleurs, dont les encres viennent d'ailleurs. Donc en fait, dans tout ce qu'il fait, l'argent part ailleurs. Et je me dis, même quand il vient en concert sur Paris, c'est dans les salles françaises avec des gens de la sécurité de France, des billetteries françaises. Donc finalement, les Camerounais viennent regarder un artiste camerounais qui chante que des trucs pour les Camerounais. Et la plus grosse partie de l'argent ne profite pas au pays d'origine. Donc, et je me suis dit, ok, mettons Petit Pays de côté, analysons ça sur tout le pays. Comment ça se passe avec tous nos produits? Parce que Petit Pays, je l'ai interprété comme un produit. Et puis je me rends compte qu'en réalité, nos produits, ah ouais, ce qu'on produit le plus, en fait, c'est pour l'export. Donc, c'est du cacao, c'est de la banane, c'est des trucs qui sortent. Mais pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est de là que je dis, il faut que je puisse avoir des chiffres pour pouvoir motiver des jeunes Camerounais à investir dans des produits que nous consommons. Mais les jeunes Camerounais ont peur de mettre leur argent dans des domaines parce qu'ils ne savent pas si ça consomme ou pas. Voilà d'où me vient l'idée de la marketplace. Et d'autre part, je me dis, chaque fois que je vais au Cameroun, tu vas dans une boutique, tu vas acheter un produit, on te dit il coûte 1000 francs, à côté on te dit il coûte 1500. Donc tu n'as pas de protection de la clientèle. Et je me suis dit, voilà, je vais mettre une plateforme dans laquelle tout le monde peut venir vendre. Nous ne vendons absolument rien. Tout le monde vient vendre leurs produits. Et puis nous, on monitore tout simplement. Chacun donne le prix de son produit et le client va décider ce qu'il achète. Et ça a eu aujourd'hui, on a plus de 1000 vendeurs sur la plateforme. Ça a eu pour avantage qu'aujourd'hui, les prix commencent à s'harmoniser tout seuls. Parce que les vendeurs se rendent compte, ah ouais, non, lui vend moins cher que moi. Ils harmonisent les prix tout seuls et le client est satisfait. Et entre la bancarisation, le paiement, on imagine qu'il y a eu beaucoup de défis au début. Vous ne pouvez même pas imaginer. Justement, si on devait en citer qu'un, c'était quoi la difficulté? On comprend bien au début, il y a un constat qui est fait. Le postulat de départ, c'est finalement, on exporte plus que ce qu'on pourrait trouver sur place. Mais c'était quoi? Est-ce que c'était comme pour Ghislain? Est-ce que c'était l'accompagnement? Quand vous parlez d'accompagnement, on pense à des hubs, mais ça peut être autre chose, ça peut être la confiance auprès des investisseurs, j'imagine aussi. En fait, dans notre cas, nous avions décidé de commencer par fonds propres. Donc, la question de l'investissement ne s'était pas posée. Puisque après nos études sur le terrain, j'ai eu beaucoup d'expérience bancaire et mes partenaires également. Déjà, on s'est rencontrés à la Deutsche Bank à l'époque. Donc, on savait exactement quel type de financements sont possibles au niveau du Cameroun. On savait que ça allait nous perdre beaucoup de temps d'aller vers ce chemin-là. Nous avons décidé de nous financer en fonds propres. Donc, nos défis étaient autres. Nos défis étaient plus technologiques, c'était plus un défi lié à l'éducation parce que les personnes n'avaient pas confiance justement à cause du problème de corruption qu'il évoquait tout à l'heure. Les gens avaient peur de s'engager, ou bien des questions de piratage de comptes Orange Money pour les paiements mobiles. C'est plus ce genre de questions qui venaient sur le tapis. Donc la question de confiance nous a par exemple poussé à dépenser plus d'argent puisqu'au départ, on était censé être une entreprise complètement digitale, mais on nous a expliqué que si vous voulez venir au Cameroun et que vous n'avez pas de bureau, vous n'aurez pas de clients. Parce que les gens veulent avoir un bureau et venir se plaindre. Donc, pour nous, c'était un peu plus ça. C'est vraiment un challenge lié à l'éducation de masse et il a fallu qu'on travaille dessus. L'éducation de masse, est-ce que ça passe aussi, Ngaï, ça fait partie du thème du jour évidemment, mais est-ce que ça fait partie de trouver un système adapté aux réalités, on le disait tout à l'heure. Quand vous dites l'éducation de masse, est-ce qu'aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, on n'est pas prêt à investir, vous le disiez tout à l'heure, l'esprit entrepreneurial, on n'arrive pas à le structurer concrètement? Oui, bien évidemment, tout passe par là en fait. Si vous voulez changer un système ou si vous voulez bloquer un système, bloquer l'éducation. Chez nous en Afrique, tout à l'heure je l'évoquais, on a l'entrepreneuriat de survie
sur laquelle nous tablons tous. Mais il faudrait que nous acceptions. Tout à l'heure, parlait des paiements mobiles. Je me souviens quand nous avons commencé à vivre ces paiements mobiles, moi qui suis sur cette table, je disais non, si l'argent rentre, je fais comment, si ça ne sort plus. Vous voyez un peu, donc je n'y croyais pas, pourtant j'ai fait des études. Donc je n'y croyais pas parce que j'ai ce mindset-là qui dit oui, et tout à l'heure parlait du local. Je voudrais bien savoir que bon, comme j'ai mis de l'argent dans tel market, dans tel wallet chez lui, je dois avoir son bureau. Il ne faudrait pas que s'évapore comme ça le matin. Vous voyez un peu, je veux savoir qu'il est à son bureau, à telle adresse. Donc c'est ça. Ça paraît abstrait. Oui, ça paraît abstrait. Et comme nous sommes entre guillemets encore un peu en arrière par rapport à l'Asie, par rapport aux Amériques, nous avons cette tendance à vouloir aller à notre rythme. Tout à l'heure, j'évoquais l'IA de la Big Data. Je disais que nous sommes en retard par rapport à cette révolution-là. Donc, les Africains, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de courir plus vite. Les autres courent normalement, mais nous, comme on marche doucement, un pas après l'autre, nous courons très rapidement. Et ça passe par l'éducation, c'est vrai. Ça passe par l'éducation. Ça commence par à la maison. Ça veut dire que le parent puisse ne pas dire à son fils que parce ton oncle, si tu ne fais pas, je te punirai, je t'enverrai au village si tu ne fais pas ça. Parce que village veut dire agriculture, agriculture veut dire j'ai un dernier. C'est faux. Vous voyez un peu. Donc on a ces petites choses-là, ces petits biais que nous avons développés chez nous qui font que nous sommes en arrière et ça commence par la maison et pas la maternelle. Déjà dès la maternelle, d'apprendre aux enfants que oui, peuvent être des entrepreneurs. On enseigne à être entrepreneur, à créer son entreprise, à apprendre que ce n'est pas le fonctionnaire le plus riche, ce n'est pas le fonctionnaire le plus important. C'est toi l'entrepreneur, c'est toi l'électricien du coin, toi le plombier du coin, toi XY du coin, qui va développer ce pays par rapport au fonctionnaire, costume, cravate bien habillé, voyez un peu. C'est ça par là que nous devons passer en Afrique. Et je rejoins totalement Ghislain et Achille qui sont dans cette mouvance en fait. Ghislain, justement, vous aviez dit, vous vouliez réagir Achille, oui, voyez, non, je voulais justement lui dire que quand on regarde même ce qui s'est passé à Vivatech, en fait, ça se rejoint, puisqu'en réalité, quelles sont les entreprises africaines qui étaient présentes? C'était des entreprises dans le domaine du e-commerce, de la fintech, de l'agro-tech, oui, qui étaient extrêmement présentes, et puis bon, de la santé, dans le domaine de la santé. Donc c'est plus ces 4 domaines-là qui sont pour le moment extrêmement poussés, mis en avant en Afrique, dans le domaine de la tech. Donc je pense que les Africains commencent à comprendre. Il a fallu beaucoup de temps, mais ils commencent. Et puis le fait que, par exemple, vous voyez le prix du cacao au Cameroun, il a tellement explosé que tout le monde veut se mettre au cacao. Mais oui. Donc je pense que c'est ces petites choses-là. Et puis il faut aussi qu'on facilite maintenant la vie aux cacaoculteurs, parce qu'un jeune, et on ne peut pas l'en vouloir, un jeune, il veut pouvoir aller sur Instagram, il veut pouvoir aller sur son TikTok. Donc il faut que même quand il est dans son champ, qu'il puisse avoir une connexion pour pouvoir le faire. Qu'il ait une vie, qu'il se sente jeune. Ce n'est pas parce qu'il est dans un champ qu'il va faire un mois sans se connecter sur son WhatsApp. Donc c'est des choses comme ça qu'on doit essayer de mettre sur pied pour motiver les jeunes à aller vers certains métiers. Et on va parler justement de ces leviers, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux structurer, créer un écosystème autour de l'entrepreneuriat pour qu'il soit pérenne. On prend d'abord une courte pause et on revient dans un instant, restez avec nous sur VoxLive. Merci d'être avec nous sur VoxLive. Le débat se poursuit. Et quels outils justement pour créer un écosystème pérenne? Je me tourne vers vous, Ghislain. Vous avez fait justement, vous parliez de gouvernance tout à l'heure, de bonne gouvernance. Les deux vont de pair finalement, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance. Quand on pense à bonne gouvernance, on pense évidemment à transparence, on pense au fond, on pense à la confiance dans les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'abord? Il y a beaucoup finalement de rapports, de think tank, de conférences. Il y a moins de financement, il y a moins d'infrastructures fiables. Par quoi on doit commencer? Par le plus simple. Qui est? Pour moi, en fait, le plus simple, c'est revenir en fait déjà à ce qui a été cité précédemment. Il y a, en fait, que ce soit Achille, finalement, ou Ngaye, ils ont mis en lumière 2 sujets. D'une part, on a la question de l'éducation, qui est essentielle pour vraiment retravailler en profondeur on va dire notre écosystème. Mais j'ai envie de dire, ça m'a échappé.
C'est pas grave. Quand vous dites l'éducation, est-ce que c'est l'éducation au sein des foyers, comme vous l'évoquez, Ngengai, ou est-ce que c'est l'éducation au sein des pouvoirs publics? Est-ce qu'on doit accompagner justement les élèves vers des filières également entrepreneuriales, vers des filières, on parlait de l'agriculture aujourd'hui, qui est une filière phare justement en Afrique. Est-ce que ça passe par les pouvoirs publics, justement, de changer cet état d'esprit pour aller vers l'entrepreneuriat? Pas que. Je pense qu'il y a aujourd'hui un besoin d'avoir une autre forme d'information. C'est ce qui a été souvent cultivé en Afrique. Il faut dire, bon, moi je viens du Cameroun. L'Afrique francophone va avoir une philosophie économique et financière qui est très calquée sur la France. Alors que, bon, pour moi qui côtoie de plus en plus les écosystèmes britanniques, on se rend compte qu'on va être moins dans le descendant, dans une forme de transmission, mais plus dans une logique d'échange. Et je pense qu'il faut prendre conscience, aider les personnes à prendre conscience qu'ils ont besoin d'autrui. Et je pense que tant qu'on n'a pas saisi ce point finalement, le business, c'est une relation à deux. Le client, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient nous prendre de l'argent. Pardon, ce n'est pas quelqu'un chez qui on va prendre de l'argent. Ou quelqu'un à qui on va... en fait, il n'y a pas cette logique de je prends ou on me prend de l'argent. C'est une relation en fait qui se vit. Et c'est cet état d'esprit que l'on va souvent retrouver dans des écosystèmes un peu plus britanniques ou aux États-Unis. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être partagé au plus bas niveau. Et rentrer un peu plus aussi dans et ça c'est le point justement qu'Achille a cité un peu plus tôt, dans une analyse sociologique de nos questions. Quels sont nos enjeux les plus importants aujourd'hui? Est-ce l'agriculture? Est-ce la musique? En fait, il n'y a pas les priorités ne sont pas les mêmes selon les pays et selon les capacités en fait, du pays. On peut avoir un problème... Il faut être en phase avec les attentes du pays, c'est ce que vous dites? Exactement. Et pas entreprendre dans un domaine finalement qui ne serait pas viable pour pouvoir faire un petit peu comme ce qui se fait ailleurs, mais finalement être au plus près des besoins du pays dans lequel on entreprend. Je pense qu'on peut entreprendre dans tous les domaines et il faut qu'on puisse entreprendre dans tous les domaines. Mais les États et les institutions doivent pouvoir créer des écosystèmes favorables à des domaines où on ressent non seulement un potentiel fort pour le pays, mais aussi des ressources que l'on puisse mobiliser pour travailler. Achille? Oui, moi j'ai un concept que j'appelle souvent l'afro-responsabilité. Parce qu'en réalité, nous avons des États qui sont très jeunes. Nos États sont sincèrement jeunes. Donc il faudrait que nous essayions souvent d'analyser les choses un peu différemment. Parce que cette envie de faire du copier-coller que nous avons hérité nous cause très souvent des problèmes. Moi, par exemple, ce que j'observe quand je vais au Cameroun, ou quand je vais en Éthiopie, ou quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est presque la même chose. Les Africains, c'est des gens très, très accueillants. Les Africains, c'est des gens qui aiment la vie en société. Mais une fois qu'on commence à parler business, on ne le voit plus. On ne le ressent plus, comme si on avait affaire à d'autres personnes. Donc, je pense qu'il faut qu'on redevienne afro-responsable. C'est-à-dire, l'afro-responsabilité va vraiment dans tous les environnements que vous pouvez imaginer. Que ça commence au niveau de l'éducation à l'intérieur de la famille, que ce soit au niveau de l'éducation scolaire, que ce soit au niveau de nos États. Parce que même nos gouvernants ont besoin d'être éduqués. Que ce soit au niveau des startups, nous avons besoin d'être éduqués. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé de think tank tout à l'heure. Je suis extrêmement pour des think tanks. Parce que les think tanks, j'en suis même je suis un membre influent d'un think tank au Cameroun qu'on appelle le CADIT. C'est bien que je le cite aussi ici, parce que c'est un think tank qui regroupe énormément de jeunes ingénieurs talentueux. Presque tous les jeunes de la tech que vous imaginez au Cameroun sont dans le CADIT. Que ce soit, oui, presque tous sont dans le CADIT. Et c'est un truc qui était inimaginable il y a seulement 2 ans. Donc là, le CADIT s'est institutionnalisé, nous suivons des règles, nous avons une vraie association. Et je pense qu'on a besoin de ça pour apprendre à vivre avec l'autre. Apprendre à échanger avec l'autre, savoir ce que l'autre fait. Déjà, moi, personnellement, sans le CADIT, je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Parce que c'est un membre du CADIT qui m'a dit « Ah, tu es pas à Paris, il faut que tu viennes. » Ça pourrait être intéressant pour toi et pour eux. Donc, je me suis dit « Voilà, je viens. » Donc, et c'est ces petites choses-là qu'il faut que nous apprenions à mettre en avant, que nous enlevions nos égos personnels, parce qu'il y en a. Beaucoup d'entrepreneurs ne le disent peut-être pas, mais il y en a. Il y a beaucoup d'égos personnels au niveau de l'Afrique et c'est des freins. Donc, je pense qu'il faut que nous devenions afro-responsables. Et la responsabilité
c'est quelque chose qui vient de soi. Donc si nous ne faisons pas tous, à notre niveau, des efforts particuliers, ce train, j'aime bien la métaphore, du je train. vois bien l'image du train, et ce train, on va le rater. Oui. Et le problème, c'est qu'on ne va pas le rater individuellement, on va le rater tous ensemble. Donc soit on décide de changer individuellement et ensuite ensemble, soit on va le rater. Gaël, qu'est-ce qui vous évoque ce terme d'afro-responsabilité? C'est un Je terme... vous laisse en voix. Sans voix, mais c'est un terme plein, en fait. Il touche un peu à... Ce qui est vrai, totalement vrai. En fait, chacun de nous doit avoir en lui, c'est un peu comme une équipe de football. Moi, j'aime beaucoup de football. Ce n'est pas parce que l'attaquant a raté l'occasion de but que le défenseur ne va pas barrer. Vous voyez un peu quoi? C'est ça, en fait. Donc, il faudrait que nous... Et or, chez nous, c'est un peu ça. Comme ça concerne, c'est pour Achille là-bas, ce sont des choses d'Achille, ce sont des choses de Justin. Ça ne me concerne pas. Moi, je m'appelle Ngaï, vous voyez un peu. Pourtant, c'est faux. Donc, nous devons tous être dans cette mouvance. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 aspects. L'Afrique a 4 problèmes majeurs. Nous mangeons ce qui vient d'ailleurs. Nous avons un problème nous soignons ailleurs. Oui, mangeons, soignons ailleurs. Oui, c'est ça. Mange qui vient d'ailleurs. L'éducation, on a un groupe d'éducation. Le système éducatif doit être revu, refondé à zéro. Et on a un autre problème, c'est le couple sécurité infrastructure. J'appelle ça un couple. Oui. Donc, tout ce que. Maintenant, je reviens par ce qu'il disait par rapport aux politiques publiques. Nos politiques publiques le savent. Nous tous ici sur cette table le savons. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc que chacun de nous mette en place. Lorsqu'on dit entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est résoudre un problème de la société en gagnant de l'argent. Comment je peux résoudre le problème de la faim chez moi en gagnant de l'argent? Comment je peux résoudre le problème de paiement chez moi en gagnant de l'argent? Et quand je le fais, moi je suis engagé, j'ai mon petit cerveau, je le fais. Qui doit m'aider? Parce qu'il y a un régulateur social, un régulateur de la société, c'est qui? C'est l'État. Politique publique. Ces politiques publiques, et maintenant, elles doivent nous accompagner pour que nous ayons une danse. C'est comme pour que lorsque certains jouent à la guitare, d'autres tapent le tambour, les autres dansent. Vous voyez? Donc pour que ce soit un mouvement d'ensemble. Mouvement d'ensemble en fait. Pour que nous n'ayons pas, nous continuons pas à venir seulement voir ce que font faire Vivatech. Je voudrais bien aller à Abidjan, acheter un grand salon comme celui de Vivatech. Je voudrais bien aller à Kigali, que je connais bien, pour voir un grand salon comme celui que je viens de voir à Vivatech. Vous voyez un peu, c'est vers ça que nous devons tendre. Ouais. Et nous, pour nous, c'est un peu comme un plaidoyer. Il a dit afro-responsabilité. Je dirais même afro-responsabilité, plaidoyer permanent. C'est vers ça que nous devons tendre. Et nous ne le dirons pas assez. Nos politiques publiques doivent nous accompagner parce que sans ces startups qui vont devenir après des grandes entreprises, toutes les grandes entreprises là, elles ont commencé comme en mode start-up. C'était des TPE, c'était des PME après des grandes entreprises. Et ce sont ces entreprises qui créent de la richesse. Et par ailleurs, si on prend des exemples sur le continent, il y a quand même, on ne va pas être complètement négatif, il y a des pays qui fonctionnent bien. Si je prends, ça reste un pays anglophone, mais si on prend le cas du Nigeria, l'écosystème nigérien concentre 40% des tech du continent. Qu'est-ce qui a attiré, par exemple, de ces modèles comme ceux-là? Je précise que c'est un pays anglophone parce que c'est vrai que d'une région à un autre, ça reste des systèmes hérités très différents. Mais si on prend le cas du Nigeria, qui reste un pays africain, qu'est-ce qu'on a attiré de ce pays-là, par exemple, sur le fonctionnement? C'est justement une question d'écosystème qui se met ensemble. Au Nigeria, ce qui est assez formidable, c'est qu'ils ont réussi à créer par verticale d'activité, que ce soit dans les verticales finance, des verticales EdTech et j'en passe, ils ont créé des communautés où des personnes se parlent, discutent et développe en fait des façons on va dire, de faire du commerce, de faire du business. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Au Nigeria, non seulement c'est possible, mais aussi il y a, côté Nigeria, une sorte de conscience que les Nigérians peuvent rendre du bon boulot. Donc, pour des boîtes nigérianes, consommer, se dire par exemple, moi pour telle ou telle solution, plutôt que d'aller acheter aux États-Unis, je vais appeler une start-up pour résoudre le problème que j'ai, même si je suis une grande banque au Nigeria. Chez eux, il n'y a pas ce complexe en fait, qu'on va avoir face à l'occidental. Eux, ils se disent, bon, c'est un jeune, il est bien formé, donc voilà, on teste. Il y a un peu plus cette culture de, on va tester, on va voir ce que ça donne, et s'il y a quelques erreurs qu'on peut fixer, on va les fixer au fur et à mesure.
Et ça, en Afrique francophone, ça ne paye pas. Les francophones restent encore un peu frileux Oui. à ce niveau-là. C'est une question. Vous vouliez- Oui. Non, bon, Pas de- frileux, je ne sais pas si on est frileux à ce niveau. Je pense que le Nigeria est très difficilement comparable Bien aux sûr. pays francophones. Bien sûr. Déjà, quand on regarde la masse de la population, donc Mais ça au reste un niveau du exemple Nige- de référence à l'échelle africaine. bien sûr, mais au niveau du Nigeria, vous pouvez faire votre business au Nigeria sans jamais penser à en sortir et vous serez milliardaire. marché, oui. Ouais, le marché est énorme. Et puis d'autre part, le Nigeria, c'est un pays qui traîne sa propre monnaie depuis des années. Donc les banques ont un fonctionnement complètement différent que dans nos pays francophones. Oui, donc je pense que ça, ce n'est pas... Ce qui est significatif, ce que vous C'est dites. très, très significatif. Avoir une banque, justement, Bah dans oui. son propre pays, vers Bah laquelle oui. il y a une relation de confiance. Effectivement. Donc, ils peuvent se permettre de sortir leur soupe pour leurs concitoyens. Mais du point de vue dans les pays francophones, il ne faut pas qu'on soit tout à fait négatif. Au Cameroun, par exemple, les startups sont exonérées d'impôts pendant 2 ans. Ce n'est pas rien, il faut respecter ça. Au Rwanda, par exemple, ils ont mis un système en place qui vous permet d'ouvrir une entreprise en 6 heures de temps. Oui. Une start-up. Oui. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons là comme si nous sommes en train de critiquer tout ce qui se passe. Je pense que les efforts sont faits, mais nous sommes aussi dans des domaines technologiques souvent qui évoluent extrêmement rapidement. Donc, très souvent, C'est même important les de le dire. États américains, européens ou chino-asiatiques ont souvent du mal à suivre. Donc, vous pouvez imaginer comment ça peut être encore plus complexe pour les nôtres. Donc, le temps qu'on leur explique, on est passé à la version 10. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il faudrait souvent un peu prendre en compte. Mais je pense que surtout avec beaucoup de retenue, parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions des gouvernements africains nos ennemis. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Il faudrait, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas taper dessus, il faut essayer de lui faire comprendre. Il n'est pas obligé de comprendre ça à la même vitesse que moi, il n'est pas obligé de comprendre ça avec les mêmes mots que moi. Il faut que je trouve de meilleurs moyens pour expliquer ce que j'ai à dire, quoi. Ngaï, je voulais réagir. Oui, il y a beaucoup de bons exemples en Afrique francophone, beaucoup de bons exemples. C'est vrai qu'ils viennent souvent du privé aussi. J'ai accompagné formé environ 60 femmes sur 3 sessions, 60 femmes entrepreneurs. Je les formé en stratégie d'entreprise. Dans le cadre d'un programme qui est certes financé par la BAD, la Banque africaine de développement, mais qui est facilité au Cameroun par JFNHUI et il faut impact. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des efforts et JFN a en son sein un incubateur et un accélérateur. Voyez un peu. Et là, dans la même structure qu'on appelle JFN HUI qui développe qui accompagne une PME qui travaille dans l'aérospatiale. Ah oui. Et cette PME qui travaille dans l'aérospatiale a eu à compétir sur le plan international avec d'autres entreprises basées ailleurs. Voyez, donc c'est pour dire qu'il y a quand même de bonnes choses qui se font par certains Africains qui croient. Nous sommes d'avis. Nous ne pouvons pas dire que tout est mauvais, non, pas du tout. Il y a des choses qui se font. Juste que nous voudrions bien qu'elles aillent à un rythme rapide. Parce que, comme il a dit, quand on sera la version 5, le monde sera la version 15. Cette TPME est d'ailleurs membre au CADIT. Et nous lui proposons également souvent des services technologiques pour les aider à aller encore plus vite. Donc, Très bien. c'est important pour moi. Tout ça, c'est un jeu en fait d'ensemble. Puis voilà. Et puis il y a aussi autre chose qu'on évoquait en début d'émission. On parlait du cadre qui serait en Afrique, et je sais qu'on avait parlé dans une autre émission avec vous, Ngaï, de ces outils managériaux et le fait d'essayer de calquer, ça c'est au sein même des startups dans les freins, d'essayer de trouver son propre modèle d'outil managérial et de s'adapter aux réalités africaines, Ngaï. Oui, nous l'avions évoqué ici, c'est vrai, nous disions que, et nous continuons de dire, il y a des outils qui existent. La base, vous ne pouvez pas monter un projet d'entreprise sans avoir à faire une analyse stratégique conforme sur comment analyser l'environnement externe, comment l'environnement externe va impacter votre business, comment l'environnement interne va l'impacter, voir tous un ensemble d'outils qui vont naturellement vous permettre soit d'avancer rapidement, soit de stagner, soit de mourir. Voyez un peu. Maintenant, on ne peut donc pas prendre un outil qui a été utilisé aux États-Unis et vient de calquer au Cameroun ou le calquer au Rwanda. À chaque pays, c'est réalité. Le consommateur ne se comporte pas de la même manière chez moi, à Douala, qu'à Kigali ou à New Delhi. Voyez un peu. Donc il y a cette manière, c'est très important de contextualiser ces outils-là, mais qui d'abord sont universels. Disons, ce sont des outils universels, ça veut dire, nous les apprenons à l'école, mais nous devons maintenant rentrer chez nous, les
contextualiser. Il vous rappelle tout à l'heure des paiements électro, là, paiements électroniques. Ça veut dire c'est une culture, c'est une manière de faire. Le gars, si vous n'avez pas un local, il ne viendra pas. Il dit, attends, si le gars tire le soir mon argent, on fait comment? Il voudrait voir un local. Vous voyez, donc, ce sont ces cultures. Oh, ici, on peut bien comprendre, on n'est pas de bureau, que votre bureau soit votre mallette. Oui. Autant, ailleurs, ça passera par, on va dire, ah, ce monsieur peut disparaître un matin, on fait comment? Et on doit même le voir. Donc, si on ne voit pas longtemps, on commence à se fâcher. Attends, il est où, il est où, il est où? Donc, des outils existent. Des entreprises, maintenant aussi, un autre problème, c'est que ces entrepreneurs ne sont pas, en autre sens, on a fait des statistiques, des études là-dessus, ils ne sont pas assez outillés, ils ne sont pas assez très bien formés. Un bon informaticien a des belles idées, mais souvent vous allez retrouver le même informaticien est informaticien chez lui, dans sa boîte, DRH dans sa boîte, directeur financier de sa boîte, directeur de la logistique de sa boîte. Mais imaginez-vous, comment une personne peut maîtriser tous ces 4 secteurs? Ça relève un peu du vaudou, vous voyez un peu quoi? C'est du vaudou. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ces entrepreneurs-là soient accompagnés par des personnes qui ont des compétences adaptées. Pour les faire. Mais je suis désolé, je dois un peu te stopper, fils, parce que les startups n'ont pas d'argent. C'est clair. Je suis sur le terrain, je les vois. Par exemple, quand on est entrepreneur, on doit porter plusieurs casquettes dès le début. On est obligé de le faire. Je suis par exemple dans un programme d'incubateur actuellement qu'on appelle Innovation Factory. Très bien, oui, c'est ça. Effectivement. Oui. Donc, et il y a des rookies, des équipes rookies qui arrivent et qui essayent de se faire accompagner. Mais vous comprenez que les personnes ont de bonnes idées, mais elles sont seules, elles sont obligées de porter toutes ces casquettes. Elles n'ont même pas assez d'argent pour pouvoir investir dans leur business. S'il faut encore embaucher toutes ces compétences, c'est compliqué. Mais si toi tu le fais bien, tu es allé vers un incubateur, c'est normal. Il y a d'autres, mon problème c'est ces personnes-là qui n'acceptent même pas ou qui n'ont pas sur la, pour dire vrai, n'ont pas sur la bonne information d'y aller, pour dire vrai. Parce que je vous dis bien, d'une des raisons de la mort qu'elle a évoquée, après au bout de 24 mois de cette TPPME, le premier, ce sont même 2 ans, le premier aspect, la première cause, c'est le défaut de compétences internes pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, pour créer un avantage concurrentiel gérable. C'est la première raison. Après, on parlera du financement et autres, mais c'est la première raison. Parce que souvent, de bons Haïtiens, c'est une belle idée. Il ne sait pas qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée qui peut lui donne des exonérations. Il n'est pas au courant. Parce qu'il est dans son côté Haïti. Mais s'il va vers un incubateur, on lui dira non, mon cher, en matière de fiscalité, voici ce qui se passe maintenant. Il gagnera. Vous voyez un peu. Donc, l'idée, c'est pas vous ne pouvez pas avoir toutes ces ressources. C'est clair. Vous ne pouvez pas être start-up et avoir toutes ces ressources en votre sein. Mais c'est d'aller vers ces incubateurs qui, eux, ont des personnes compétentes pour accompagner. À côté, justement, parce qu'il y a plusieurs choses là en plus. Moi aussi, pareil, entrepreneur, on voit ce qui se passe sur le terrain. En fait, il y a déjà ce problème de disponibilité des ressources. On ne peut pas se permettre de recruter des personnes à tour de bras. Totalement vrai. Deuxième point quand même qui est assez brûlant quand même pour les startups. Tout à l'heure, vous avez cité quand même l'intérêt de faire une bonne étude de marché. Mais est-ce qu'on sait comment ça se passe en Afrique? Où est-ce qu'on trouve les données? Où est-ce qu'on trouve les données? Si on veut faire une étude de marché et on se dit, je vais faire un sondage, on appelle des personnes pour les interviewer. L'information, elle est gratuite. Les gens ont l'impression qu'on est en train de les enregistrer et qu'on va l'envoyer au service secret. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, l'étude de marché en Afrique, c'est sur le terrain. C'est lorsqu'on vend qu'on fait son étude de marché. Je sens le vécu. J'ai pas de l'étude de marché. C'est vrai que... On peut parler pour structurer un business plan. Et on ne peut pas structurer un business plan sans étude de marché. Je pense qu'on est... Ça fait partie aussi des difficultés. Je dois répondre pour qu'on soit structuré, pour qu'ils réalisent. Sinon, comme ils sont deux contre un guillemets face à moi... Il n'y a pas de transition. Non, juste pour faire rire. Non, juste pour dire, non, je n'ai pas parlé d'étude de marché. Tu sais, Gideon, on dit en stratégie, c'est vrai, c'est normal, on dit en stratégie, pour traverser des barrières insurmontables dans une industrie, tu dois faire 4 choses. Utiliser la technologie, maîtriser ta chaîne de valeur, donc voir comment, qui doit faire quoi, tu vois un peu. Aller vers ses clients pour les comprendre. Et le dernier aspect te concerne, combattre la logique dominante. La logique dominante voudrait... Ça prend du temps. Oui, non, ça prend du temps. J'en viens. La logique dominante voudrait qu'on dise que oui, quand tu appelles, les gens ne vont répondre pas. Mais lorsque tu as questionné, le problème se passe, c'est que lorsque l'entrepreneur va sur le terrain, parce que j'en forme, va sur le terrain, lorsqu'il a questionné 5-8 personnes,
remis 5 questionnaires, 6 questionnaires. Tout le monde a balancé, il se tourne, il repart chez lui. Mais lorsque tu as déposé 100 questionnaires, tu as au moins 25 réponses qui vont te permettre de faire tes petites analyses. C'est ça que je viens de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est très facile. C'est très difficile, je le sais, parce que nous sommes ensemble chaque jour. Mais je dis, nous ne pouvons pas ne pas mettre en place ces petits outils pour créer réellement de la valeur. Parce que souvent, ce qu'on croit, c'est que oui, pour l'instant, je marche, je fonctionne bien, j'ai un résultat de tel montant chaque année. Oui, mais tu ne peux pas faire les coûts de non-qualité que tu produis, ce que j'appelle les coûts de non-qualité que tu produis chaque année, que tu ne maîtrises pas, qui à long terme vont, en guillemets, te tuer. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Je n'ai pas dit de recruter, j'ai dit il y a d'aller vers les accélérateurs, vers les incubateurs qui vont naturellement. Aller vers eux. Je laisse la parole à Achille qui brûle d'envie de. Non, tu sais, fils, j'ai une anecdote en fait. C'est que quand on a commencé à travailler sur Madon, au départ, j'étais un chef de projet à l'époque. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un plan de projet classique et tout. Et tout de suite, à la deuxième ligne du plan de projet, j'ai vu, ok, c'est pas possible. J'ai dit, bon, écoute, on va faire simple, on va faire un business model Canva. Ouais. J'ai mis mes 9 points et même là, j'ai été buté. On est c'est un environnement qui est extrêmement compliqué. Oui. Donc, je pense que il faut faire ce que tu dis, c'est vrai, il faut le faire. Mais maintenant, mets-toi toujours dans l'esprit d'une start-up. Une start-up a beaucoup d'autres problèmes. Donc la start-up, le start-upper en général, il va faire une étude rapide autour de lui, sa famille, ses amis, les feedbacks vont arriver, il va dire, c'est bon. On ne peut pas se permettre de faire plus que ça dans un début. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a développé ça avec Madon. Et autre chose que je n'ai pas dit, à côté de Madon, à cause de tous les problèmes qu'on a rencontrés, nous avons développé une solution qu'on appelle MDN Suite, qui est une ERP, qui est hostée directement en Afrique, dans les data centers en Afrique. Et là, on aura les données de différents employés. On a pris les données, par exemple, du port autonome de Kribi, on discute avec eux pour pouvoir savoir quels sont les produits qui rentrent et sortent. Parce que je pense que plus tard, quand les gens vont faire les projets, on est prêt à leur donner les données gratuitement. Parce que c'est un gros problème. Si on veut que les gens se développent, on a besoin de ça. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas aussi évident que ça en allait. Nous, aujourd'hui, après 5 ans d'existence, on peut le faire. Mais au début, je ne pourrais pas mettre la ressource pour ça. C'est ça. Et en fait... et Ghislain, pardon. On arrive bientôt au terme de l'émission. Je vous laisse le mot de la fin. Et justement, c'est peut-être ça, l'initiative que l'on peut retenir. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte de bac à sable de données de nos activités, donc qui seraient partagées au sein on va dire, des écosystèmes start-up par pays. Parce que ça nous permet de capitaliser sur le travail de structures qui nous ont précédés. Je fais la plateforme et puis on en discute. Voilà. Bah, écoutez, c'est lancé. On a l'information sur le plateau de Vox Live. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. C'est le temps pour moi de vous remercier, Ngaga. Merci. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie. Merci également Ghislain Coetet d'avoir été parmi nous, fondateur de Clivar, donc une société qui permet d'automatiser les audits. Et enfin Achille Dipita Toubé, merci d'avoir été parmi nous. Et je rappelle également que vous êtes fondateur de Madon, voilà, pour être tout à fait précis, une plateforme de e-commerce. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. On vous laisse également réagir sur nos différentes plateformes de diffusion. N'hésitez pas à nous dire également quel outil permettrait de pérenniser l'écosystème d'entrepreneuriat en Afrique. On est ouvert à toutes vos réponses. Merci, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.